Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Des années de routine avaient cimenté ma vie dans un rythme prévisible, un travail stable, un mode de vie actif et un mariage que je croyais construit sur le respect mutuel. Mais des fissures ont commencé à apparaître lorsque les frustrations de ma femme ont émergé en paroles acerbes et en silence glacial. La personne qui me semblait autrefois mon plus grand allié semblait me voir comme un étranger, ou pire, comme un adversaire. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à croire que les fondations que nous avions bâties s'effondreraient complètement. Malgré la distance croissante, je m'accrochais à l'espoir que ce n'était qu'une phase, l'une de ces périodes difficiles que chaque couple traverse. Ce n'est que lorsque je suis tombé sur des indices troublants, de petits changements subtils dans sa routine et un secret croissant dans son comportement, que j'ai réalisé que c'était quelque chose de bien plus profond qu'une simple mauvaise passe. Le jour où j'ai décidé de la suivre après le travail, mes illusions se sont brisées, me plongeant dans une réalité que je n'aurais jamais pensé affronter. Un profond gémissement involontaire a retenti de ma poitrine alors que je luttais pour changer de position. La conscience venait à peine de revenir, pourtant mon corps semblait paralysé, ignorant les signaux frénétiques de mon esprit embrouillé de bouger rapidement. La douleur irradiait de chaque partie de moi, son intensité désorientante alors que je gisais étalé sur le sol granuleux. La poussière montait à chaque souffle tendu, piquant ma gorge et remplissant mon nez. Chaque centimètre de mon corps me faisait mal, mes côtes pulsaient, ma tête battait, et mes membres semblaient des poids de plomb me pressant. Même le moindre mouvement envoyait des vagues d'agonie traverser mon corps meurtri. Quelque part, j'avais lu que le corps humain ne peut pas ressentir la douleur de plusieurs zones en même temps. Mais je suis ici pour dire que quiconque a écrit cet article était un imbécile. Avec un gémissement, j'ai entendu une voix percer l'obscurité. « Et idiot, tu es réveillé et prêt pour le deuxième round ?» Un rire moqueur a suivi, froid et dérisoire, rien à voir avec le son d'une véritable amusement. Je suis resté immobile, luttant pour rassembler mes pensées. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été mon nom. Charlie Wilson, ai-je marmonné, à peine au-dessus d'un murmure. C'est ça. C'est mon nom. J'ai 33 ans, je suis comptable. Je mesure environ 1,80 m, pèse environ 90 kg. Je m'entraîne 3 fois par semaine et je cours un 5 km 2 fois par semaine dans le cadre de ma routine. Parfois, je fais du VTT pour changer. Je suis marié à Pam Wilson. Elle a 30 ans et nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous n'avons pas d'enfants, non pas parce que je ne les veux pas, mais parce que Pam le veut. Elle veut vivre un peu plus avant de s'engager à avoir des enfants. Maintenant je me souvenais. C'est pourquoi je gisais par terre, respirant la poussière. Notre vie à la maison s'était sérieusement effondrée au cours des 6 à 8 dernières semaines. Ce n'était pas seulement le manque de proximité dans la chambre à coucher, non, c'était tout le reste. Des commentaires moqueurs sur tout ce que je faisais ou ne faisais pas. Des explosions de colère pour les moindres choses, des insultes sur ma masculinité, ma couleur de peau, mes cheveux, ma famille, tout. Pam avait arrêté de nettoyer après elle et refusait même de cuisiner, quelque chose que nous avions toujours partagé avant que les choses ne se refroidissent. Oui, je me souviens de notre rencontre, de nos débuts de relation, mais en ce moment, je n'avais pas envie de perdre du temps sur ces souvenirs. Finalement fatigué de l'abus et de la négligence dans notre mariage, j'avais pris un jour de congé pour suivre Pam pendant qu'elle allait à son travail au supermarché local. Après son service, les choses ont pris un tournant intéressant. Tu connais la vieille malédiction chinoise, puisses-tu vivre des temps intéressants? Eh bien, ça a frappé aujourd'hui, ou plutôt, ce soir. C'était une chaude journée de septembre, se transformant en une soirée de septembre tout aussi chaude. La température devait encore être dans les hautes 60. Alors que je restais là dans la saleté, réfléchissant à ce qui s'était passé, Pam quittait son travail et se rendait au magasin de proximité le plus proche. Je l'ai regardé sortir un petit sac de nuit du coffre de sa voiture. D'ailleurs, elle conduisait une belle voiture, grâce à moi. Ses maigres revenus couvraient à peine ses vêtements et son maquillage. Ça ne me dérangeait pas de payer toutes les factures. Au moins, ça ne me dérangeait pas jusqu'à maintenant. Je l'aimais et je voulais le meilleur pour elle. Quand elle est sortie du magasin, elle portait la plus courte micro-jupe que j'ai jamais vue. Si elle ne portait pas de string et n'était pas rasée, tu aurais pu compter chaque cheveu sur son monticule sans même essayer. Sa blouse était transparente, et elle ne portait pas de soutien-gorge. Elle balançait ses hanches en marchant vers sa voiture, en direction des bars malsains à la périphérie de la ville. Je l'ai suivie.
Elle s'est garée dans le pire bar de la ville, un repère de bikers. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de mauvais bikers là-bas. Je sais, je suis moi-même biker, mais ce n'était pas le genre d'endroit où tu trouves des courses de poker ou des événements caritatifs le week-end. Pam a garé sa voiture à la fin d'une rangée de motos, en s'assurant que ses cuisses étaient visibles de tous en sortant. Quelques bikers debout près de la porte ont simplement souri et acquiescé en la voyant passer. Clairement, elle n'était pas étrangère à ces gars-là. Je me suis garé à une certaine distance des motos et suis sorti de mon vieux camion. Bien sûr, je pouvais me permettre un plus récent, mais ce camion signifiait quelque chose pour moi. Mon père avait acheté ce Dodge Power Wagon dans les années 80, et il l'avait gardé en parfait état jusqu'à sa fin dans un accident industriel. J'ai travaillé dur pour le garder aussi original que possible, à l'exception du kit de levage et des nouveaux pneus de 20 pouces. Le pare-choc en chrome d'origine avait depuis longtemps été remplacé par un lourd en bois. Le camion était un peu bruyant, mais il était à moi. Les gars dehors y ont jeté un coup d'œil en fermant la porte. Ce n'était pas assez inhabituel pour qu'ils continuent à regarder, alors ils sont retournés à leur conversation. À mesure que je m'approchais, j'ai senti l'odeur de la stupéfiant dans l'air, ce qui avait du sens compte tenu de l'emplacement. Je portais un jean et un vieux t-shirt, pas mon costume habituel. Suivre ma femme n'est pas quelque chose que tu fais en tenue de ville. Je ne m'intégrais pas exactement, mais au moins, je n'étais pas en costume. Je suis entré. Il n'y avait pas de frais d'entrée à cet endroit. Je me suis dirigé vers le bar et ai commandé une bière. Pas de bière artisanale sophistiquée aujourd'hui, juste ce qui était disponible. En sirotant ma bière, j'ai jeté un coup d'œil au miroir du bar arrière. Pam était facile à repérer. Il n'y avait pas beaucoup de femmes ce soir, et Pam se démarquait, tête et épaules au-dessus des autres filles bikers. Elle était déjà assise sur les cuisses du plus grand gars que j'ai jamais vu. Il devait mesurer au moins un pied de plus qu'elle en position assise, et elle était perchée sur ses genoux. Ce type devait faire bien plus de 2 mètres et peser au moins 113 kilos. Et ce n'était pas tout musculaire venant d'un ventre de bière. Il s'entraînait clairement. J'étais sur le point de finir ma bière et de partir quand Pam a cessé d'embrasser le géant et a regardé autour, s'assurant que toutes les autres femmes voyaient qu'elle avait l'alpha mâle verrouillé. Ses yeux ont trouvé l'arrière de ma tête. Elle a détourné le regard, puis a regardé de nouveau. Merde. Elle m'a reconnu. Ai-je murmuré pour moi-même. J'ai bondi de mon tabouret comme s'il était enduit de graisse, désespéré de partir. La voix de Pam a retenti derrière moi. C'est mon mari, Charlie. Arrête-le, quelqu'un. Il va tout gâcher pour nous tous. Avant que je puisse m'éloigner, un gars m'a attrapé le bras. Je me suis retourné et l'ai poussé contre le mur assez fort pour me libérer. Quelques pas vers la porte et un autre gars a frappé ma tête. J'ai une tête dure et je n'ai pas toujours été comptable. Grandir dans un quartier difficile m'a appris à me défendre. Son coup a frôlé ma tête alors que je m'accroupissais. Et j'ai contre-attaqué avec un coup solide dans son plexus solaire. Il a grogné, se tordant, luttant pour respirer. Je ne suis pas resté pour m'assurer qu'il tombait. J'étais presque à la porte quand un autre énorme gars est entré. Bemote crie, attrape-le maintenant, quelqu'un a crié. Le gars a bloqué mon chemin, s'assurant de me garder à l'intérieur pendant un moment. Mon ancien entraîneur de football disait toujours que nous devions bloquer à travers nos adversaires, alors j'ai baissé mon épaule et visé l'espace libre à l'extérieur du bar. Je l'ai frappé dans la poitrine et l'ai repoussé. Mais je ne l'ai pas complètement secoué. Il a enroulé ses bras autour de moi, et juste au moment où nous avons dégagé la porte, il m'a lancé par-dessus son épaule gauche. Mon élan m'a emporté en bas des escaliers, et j'ai heurté la terre durement. Je me suis relevé rapidement, mais maintenant Bemote était dans le combat. Mon Dieu, il était énorme et bien bâti. Il a percuté mes défenses alors que j'essayais de protéger mon visage et mon torse. Je ne sais même pas si j'ai réussi à porter un seul coup sur son corps dur comme de la roche. Tout ce dont je me souviens, c'était la douleur. Chaque coup, chaque pugilat, chaque coup de pied. Une fois qu'il m'avait au sol, il ne semblait même pas transpirer en me démantelant. Et il n'a cessé de me narguer tout le temps en disant des choses comme « Prends ce loser, tu penses pouvoir entrer chez moi et causer des problèmes. Je vais la baiser 3 fois ce soir juste pour te montrer qui est le patron. Je la baiserai chaque nuit. Elle vient ici et ensuite tu prends mes seconds malpropres quand elle rentre à la maison. » Les insultes ont continué encore et encore jusqu'à ce que je bouge à peine. Alors que je perdais conscience, je pouvais entendre Pam rire de mon corps assommé.
Bemot a dit aux autres de me surveiller, en avertissant, s'il se relève, fais-le-moi savoir. Je veux une autre chance contre cette petite merde avant d'en avoir fini avec lui. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai dû élaborer un plan pour m'échapper sans subir une autre attaque ou continuer celle que j'avais déjà reçue. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, et je n'étais pas désireux de le découvrir. Un de mes yeux ne voulait pas s'ouvrir. Il ne semblait pas enflé, alors j'ai supposé que c'était du sang qui bloquait ma vision. J'ai travaillé ma main droite, qui avait été piégée sous moi quand je suis tombé, jusqu'à ce que je puisse atteindre mon œil. Cela faisait un certain temps que j'avais perdu connaissance. Alors que je frottais le sang séché, j'ai finalement réussi à ouvrir mon paupière et à voir un peu. Mon œil gauche semblait bien. Ne sachant pas où se trouvaient les observateurs, j'espérais être caché dans les ombres. J'ai commencé à avancer lentement vers mon camion. Je me déplaçais de quelques centimètres à la fois, aussi silencieusement que possible, m'arrêtant pour m'assurer que personne n'avait remarqué. Puis j'ai avancé un peu plus. J'ai continué ainsi, m'approchant de plus en plus du camion. Une fois que j'étais derrière les motos près de la voiture de Pam, je me suis levé prudemment sur mes genoux. J'ai mordu fort l'intérieur de ma joue pour ne pas crier de douleur. Ma respiration était superficielle et saccadée, donc j'ai deviné que j'avais quelques côtes cassées. Même prendre une petite respiration faisait mal comme l'enfer. Une douleur aiguë me rappelait de bouger lentement, soigneusement. Une fois debout, j'ai regardé autour de moi. Mes observateurs étaient clairement distraits, probablement à cause du stupéfiant et de l'alcool supplémentaire qu'ils avaient reçu. Ils étaient assis à côté du bâtiment, à peine attentifs à ce qui se passait autour d'eux. Les talibans auraient passé une journée de fête avec ces idiots. Je me suis retourné et ai vérifié mes environs. Personne n'était près de mon camion. Je me suis penché en avant et me suis déplacé lentement vers mon véhicule. J'ai déverrouillé la porte et l'ai ouverte. Ce serait le moment d'une alarme, avec la lumière du toit s'allumant comme un phare dans le parking autrement sombre. Je regrettais d'avoir soulevé le camion aussi haut alors que je luttais pour monter à l'intérieur. La seule chose qui m'empêchait de me faire attraper était la peur d'être vu avant d'atteindre la sécurité. J'ai pris mon courage à deux mains et suis monté à l'intérieur. Je me suis glissé sur le siège, ai mis la clé dans le contact et ai fermé la porte. La lumière du toit s'est éteinte. J'ai pris quelques respirations calmantes, essayant de déterminer ma prochaine action. Démarrer le camion briserait le silence et alerterait mes agresseurs. Comment pourrais-je m'enfuir? En regardant dehors, un sourire s'est lentement étendu sur mon visage. Merde! Mes dents et mes lèvres faisaient mal, donc le sourire s'est rapidement estompé. Juste devant moi, à environ 30 mètres, se trouvait la voiture de Pam et toutes les motos alignées proprement. Avais-je le pouvoir de le faire? Je ne pouvais pas ramper pour sortir et engager les moyeux, donc je devrais faire cela en 2 roues motrices. Ce vieux camion n'avait pas les moyeux automatiques comme les plus récents. Il était temps. J'ai démarré le moteur, et il a démarré du premier coup. En mettant la transmission en marche basse, j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Les observateurs près de la porte, les yeux brouillés, ont levé les yeux juste à temps pour voir mon camion foncer vers la voiture de Pam et les motos. Le énorme morceau de bois devant mon camion a percuté le côté gauche de la voiture de Pam. La voiture était si légère qu'elle a presque décollé du sol. Je sais parce que je l'ai soulevée. Elle a percuté les motos de l'autre côté. Le bruit était assourdissant, réveillant complètement les observateurs qui ont commencé à crier. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que ma progression soit arrêtée. Je me suis rapidement reculé, soulagé que rien ne soit coincé, puis ai tourné le volant et mis la deuxième vitesse, éliminant le pire des débris. J'ai tourné le volant à nouveau et ai frappé le reste des motos, cette fois avec suffisamment de force pour les pousser contre la porte du bar, bloquant toute tentative de sortie. Malheureusement, je ne pouvais pas percuter le bâtiment lui-même. J'aurais adoré faire tomber tout ce bordel directement sur Pam et son amant. Je me suis reculé, et fait demi-tour avec le camion, soulevant un nuage de poussière en sortant du parking et en m'éloignant de la ville. J'avais mal, et ma respiration ne s'était pas améliorée malgré l'effort de diriger et de changer de vitesse. J'avais besoin d'un hôpital, mais pas du centre communautaire local. Non, je me dirigeais vers un centre de traumatologie à environ 80 km à l'ouest. Pendant les premiers kilomètres, je n'ai vu personne derrière moi. L'autoroute à 2 voies semblait vide pour une raison quelconque. Puis quelques phares sont apparus au loin et quelques autres les ont suivis de près. Pas de feu rouge ou bleu cependant, pas de policiers. Bientôt, les phares se sont rapprochés.
J'ai vu que c'était des phares de moto. Je suppose que je ne les avais pas tous retirés. Quelques motos sont venues à côté de moi et j'ai entendu le bruit des chaînes rebondissant sur le métal. Zut! Je ne pensais pas qu'elle pouvait endommager le camion, mais elle pouvait certainement abîmer la peinture. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver comment les arrêter ou m'échapper. Je savais que leur vitesse maximale était probablement plus rapide que celle de mon vieux camion. Donc les distancer n'était pas une option. Désespéré, j'ai dévié vers la ligne médiane et forcé les deux motos à quitter la route. Ces grosses motos ne gèrent pas bien les fossés et les deux ont fait un crash. Alors que j'éliminais celle de gauche, quelques autres sont arrivés à ma droite. Un autre virage rapide et je les ai envoyés dans la terre du côté droit de la route. J'ai aperçu un gars faisant une roue de vélo. Impossible que ça arrive à un gars plus sympa. J'avais encore plusieurs motos derrière moi, dangereusement proches. J'espérais qu'il n'ait pas l'idée de sauter dans le coffre de mon camion. Cela les rapprocherait trop pour être confortable. Comme s'ils n'étaient déjà pas assez proches. Soudain, j'ai appuyé sur les freins et senti un petit choc. J'ai accéléré de nouveau et quand j'ai regardé dans le rétroviseur, il n'y avait plus de phare derrière moi. Merde. Dans tous les films, les bikers harcèlent toujours le conducteur jusqu'à ce qu'il gagne. Est-ce vraiment si facile de battre une moto? Lorsque j'ai approché Centerville et le centre de traumatologie, mon esprit a recommencé à courir. Comment pouvais-je empêcher Pam de me trouver? Elle et Bemotte pensaient probablement que j'irais soit à la maison pour me lécher les plaies, soit au plus proche hôpital. Lorsqu'ils ne me trouveraient pas là, ils chercheraient probablement plus loin si je finissais dans un lit ordinaire au centre de traumatologie. Comment pouvais-je me protéger? Je ne cessais de penser en ralentissant jusqu'à ramper. Finalement, je me suis souvenu d'une connaissance qui possédait des terres près de Centerville. Il louait le pâturage et le vérifiait rarement, donc cela pourrait être l'endroit parfait pour moi. Je me suis dirigé vers ce que je pensais être son petit ranch. Il avait été abandonné pendant des années mais la vieille ferme et la grange étaient toujours debout, entourées de grands arbres. Je suis arrivé et égaré mon camion derrière la grange. J'ai laissé mon portefeuille et mon identité dans la cabine, plaçant mes clés sur la roue arrière où elles ne seraient pas faciles à repérer. Zut, ça faisait mal de marcher. Mais j'avais besoin de prendre de la distance avec le camion. Une fois que j'ai passé l'appel d'urgence, les forces de l'ordre local seraient sorties à la recherche de mon camion. J'ai avancé environ 1 kilomètre avant que la douleur et le souffle court ne deviennent insupportables. Je me suis assis sur le bord de la route de gravier et ai sorti mon téléphone portable. J'ai composé les urgences, chuchotant lorsque l'opératrice a répondu « Aidez-moi ». J'ai été enlevé et assommé et je me suis réveillé sur le bord de la route. Je ne sais pas où je suis. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. À part mentir sur la connaissance de ma localisation, tout ce que j'ai dit était vrai. J'avais vraiment besoin d'aide. L'opératrice a essayé de me faire trouver des points de repère, mais j'ai juste laissé le téléphone tomber de mon côté. Je savais qu'ils pouvaient me localiser via le GPS de mon téléphone. Tout ce qu'ils avaient à faire était de le pinguer et ils obtiendraient une localisation assez précise à moins que je sois sur le bord de la zone de couverture. J'ai chuchoté que j'étais sur une route de gravier, mais il n'y avait aucun signe pour offrir plus de détails. Je me suis alors couché pour me reposer. J'ai dû m'endormir ou perdre connaissance parce que la prochaine chose que j'ai su, c'était quelqu'un se penchant sur moi. Au début, je ne pouvais pas dire de qui il s'agissait. Est-ce que Bemotte ou l'un de ses sbires m'avait trouvé? C'était certainement un homme donc ça ne pouvait pas être Pam. En plus, j'avais détruit sa voiture donc à moins qu'elle n'ait un autre moyen de transport, ce n'était pas elle. Le jour commençait à se lever. L'aube ne pouvait pas être loin. Mais quel jour était-il? Avais-je été allongé ici pendant plus d'un jour? La voix continuait de poser des questions. J'ai inventé un nom pour lui dans ma tête. Ma voix était encore un murmure. Les coups, combinés au fait de n'avoir rien bu depuis qui sait combien de temps, ont aggravé les choses. Mon nom est Sam Adams. Je vis à Wilsonville. J'ai 40 ans et je suis allergique à la pénicilline. Bien sûr, personne ne pouvait réfuter mes affirmations sans pièce d'identité, et l'homme posant les questions ne le savait pas. Je devais juste m'en tenir à mon histoire. Je lui ai dit que j'avais dû être agressé, assommé et abandonné ici. Je lui ai demandé quel jour c'était. J'ai presque soupiré de soulagement quand il est devenu clair que je n'avais pas été inconscient pendant plus d'un jour. Bientôt, une ambulance est arrivée et j'ai été emmené au centre de traumatologie.
Le paramédic à l'arrière avec moi a commencé une perfusion et m'a donné quelque chose pour les nausées et la douleur. Je n'ai pas beaucoup râlé, sauf quand la civière a heurté un nid de poule. Nous étions au centre de traumatologie en quelques minutes. Une gentille infirmière a soigneusement lavé le sang séché de mon visage. Et le médecin a fait des bruits de désapprobation à propos de mes blessures. Je suis resté fidèle à l'histoire que j'avais été enlevé, assommé et abandonné dans une zone rurale. Je leur ai dit que mon portefeuille avait disparu, donc je n'avais pas de pièce d'identité. Je leur ai donné une date de naissance qui combinait l'anniversaire de ma mère avec l'année de naissance de mon frère. Je pouvais facilement me souvenir de ce mensonge. La date de naissance ferait de moi 36 ans au lieu de 40, mais j'ai supposé qu'ils s'en soucieraient pas puisque j'avais été inconscient plusieurs fois depuis les coups. Bientôt, un officier de police est entré et a commencé à m'interroger. Je lui ai donné le nom d'une ville voisine où l'enlèvement aurait supposément eu lieu. Il y avait beaucoup de petites villes autour de Centerville, donc ce n'était pas difficile d'en inventer une. Mais quand il m'a demandé mon adresse, j'ai réalisé que je devais inventer un autre mensonge. Trop de mensonges pourraient être difficiles à garder droit. Je lui ai aussi dit que j'étais divorcé et que je n'avais pas de famille. Celui-là serait plus facile à gérer. Puis le flic a posé une question étrange. « Est-ce que tu fais de la moto ?» Celle-là était facile à répondre et je n'avais pas besoin de m'inquiéter de la vérité. J'en faisais autrefois, il y a de nombreuses années, ai-je dit. Mais je ne possède plus de moto depuis longtemps. Pourquoi tu demandes ? Ai-je ajouté, curieux. Nous enquêtons sur un accident. Ou, en fait, une série d'accidents. À environ 30 km d'ici, a expliqué l'officier. 2 bikers ont été éliminés dans un seul crash, et 6 autres sont blessés, allant d'os cassés à un traumatisme crânien critique. Aucun des pilotes ne peut nous dire ce qui s'est passé. Nous avons des détectives qui enquêtent parce que ça ne se tient pas. Ces gars sont des riders hardcore, et des crashs comme ça n'ont tout simplement pas de sens. La théorie est qu'un gang rival de motards aurait pu causer les accidents. J'ai secoué la tête, essayant de paraître aussi ignorant que possible. Je ne connais même personne dans un club de motards, ai-je répondu. Personne avec qui je travaille ne possède une moto ou ne fait des courses de poker. L'officier s'est penché en avant, m'étudiant. Une idée de qui aurait pu vouloir te faire du mal ? Pas du tout, ai-je répondu rapidement. Je suis divorcé, je vis seul. Je travaille sur un chantier de construction non syndiqué et nous n'avons pas eu de problème avec les gars du syndicat depuis un moment. Je sors prendre une bière une fois par semaine, mais j'ai un problème d'alcool, donc je ne me laisse pas trop ivre. La dernière fois, je ne me suis pas remis de ma cuite pendant 3 ou 4 semaines. C'était l'enfer de récupérer ma réputation. Mon ex-femme s'est remariée et semble bien. Elle m'a probablement quitté à cause de mon alcoolisme. Je ne pense pas que son mari soit jaloux. Elle lui raconte probablement toutes les choses horribles que je faisais. L'officier est finalement parti et l'infirmière est revenue. Le médecin veut que tu restes ici ce soir. Il est préoccupé par la fonction de tes reins. Il y avait du sang dans ton urine. Tu as aussi des côtes cassées qui ont besoin de temps pour guérir. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à part te donner des analgésiques pour que tu puisses respirer correctement. J'ai acquiescé et les ai laissés faire leur travail. Une fois qu'elle est partie, j'ai sorti mon téléphone portable et appelé mon frère Dave. Je sais qu'il est tôt mais j'ai besoin d'aide. Dave est plutôt décontracté donc il a pris sans poser de questions. Je lui ai dit ce qui s'était passé et où j'étais en incluant mon faux nom à utiliser s'il venait me voir. De quoi as-tu besoin en ce moment ? A-t-il demandé. Il a toujours aimé Pam, mais ne m'a pas fait de mal. Je pensais que cela pourrait venir plus tard, mais pas maintenant. J'ai besoin de mes affaires de la maison. Si tu pouvais organiser un déménageur qui ne poserait pas de questions et t'assurer que cette femme n'interfère pas, alors mes affaires pourraient être déplacées vers un entrepôt. Peux-tu t'en charger ? Il n'a pas hésité. Ayant grandi dans un quartier difficile, il connaissait quelques gars qui connaissaient d'autres gars expérimentés dans les déménagements rapides. Je lui ai envoyé par texto une liste de ce que je voulais récupérer de la maison. Je m'en fichais s'il devait forcer la porte. Ensuite, j'ai appelé un agent immobilier, un vieil ami du quartier. Mike, j'ai besoin d'une faveur rapide. Pas de problème, Charlie. Que se passe-t-il ? La voix de Mike était calme, comme toujours. Pam me trompe avec un biker. Je ne connais pas son nom, mais il traîne chez Mario à la périphérie de la ville. Je ne suis pas trop inquiet à son sujet pour l'instant.
Nous réglerons ça plus tard. Ce dont j'ai besoin, c'est de lister ma maison et de la vendre rapidement pour que Pam ne puisse pas installer cet idiot chez moi. Je me suis arrêté un instant, essayant de garder ma voix stable. J'avais acheté la maison juste après notre mariage. Le crédit de Pam avait ruiné nos chances d'acheter une maison ensemble, donc l'hypothèque et le titre étaient uniquement à mon nom. J'avais toujours prévu de l'ajouter au titre, mais j'avais reporté. Peut-être qu'au fond, je savais que ce jour allait arriver. Bien sûr, elle avait droit à la moitié, mais nous n'étions pas encore allés au tribunal, et je prévoyais de rendre les choses aussi difficiles que possible pour elle. D'accord, Charlie, je comprends, a dit Mike, son ton sérieux. Mais que se passe-t-il si Pam est à la maison quand je viens faire l'évaluation du marché et mettre le panneau? En ce moment, elle est juste une locataire. Ai-je répondu. Elle n'a aucun mot à dire sur la propriété. Mike est resté silencieux pendant une seconde, puis a demandé, d'accord, mais comment je gère si elle est là? J'ai réfléchi un instant. Je pense que tu devrais agir en tant que mon gestionnaire de location. Donne-lui un contrat de bail, mois par mois, et dis-lui qu'elle doit maintenir la propriété en état vendable et être prête pour les visites. Sois clair que si elle ne signe pas, elle sera expulsée. Mike rit, bien que ce ne soit pas exactement un son joyeux. Je ne pense pas qu'elle soit assez intelligente pour se battre jusqu'à ce qu'elle ait un avocat, et je ne pense pas qu'elle le fera jusqu'à ce qu'on la serve. Je lui ai parlé des déménageurs qui viendraient bientôt. Il a ri et a dit qu'il achèterait une nouvelle serrure pour chaque porte forcée. Après cela, j'ai été transféré dans une nouvelle chambre, on m'a donné le petit déjeuner et j'ai réussi à dormir un peu. Je ne prévoyais pas d'appeler un avocat tout de suite, la laisser mijoter quelques jours. Dave m'a rappelé plus tard cet après-midi. Charlie, c'est fini, a-t-il dit, sa voix stable. Les gars sont venus, ont pris ton fauteuil inclinable, ton micro-ondes, ta laveuse et ta sécheuse, le jeu de chambre d'amis, tes outils et ton coffre à outils, et tous tes outils. Ils ont même pris toute la vaisselle, les casseroles et les ustensiles, même si tu ne les avais pas demandés. Ils voulaient juste rendre les choses aussi incommodes que possible pour Pam. J'ai soupiré, me frottant la tempe. Et le lit dans la suite principale? Dave a hésité un instant. Eh bien, un peu de javel s'est renversé dessus. Je ne pense pas qu'il soit récupérable. La chambre pourrait avoir besoin de quelques jours pour s'aérer. J'ai dû rire. Bien que cela ait tordu quelque chose en moi. Était-elle là? Ils ne l'ont vue nulle part, a répondu Dave. Je pense qu'ils espéraient une confrontation. Tu connais les gars, ils n'aiment pas les sorcières. J'ai acquiescé, bien que mon ton soit plat. Il a terminé l'appel, me disant qu'il viendrait me chercher quand je serais libéré. Maintenant, tu te demandes peut-être comment je gérais les finances. Avait-elle le temps de vider les comptes? Eh bien, n'ai-je pas mentionné que je suis comptable? Un bon? Certains de mes clients viennent de l'ancien quartier et traitent avec, disons, des revenus moins qu'illégaux. Je m'assure que leur argent semble propre pour l'IRS. Je ne permettais également à Pam d'accéder qu'à son compte personnel et à un compte joint. Je déposais régulièrement sur le compte joint, mais elle ne pouvait pas toucher les comptes d'épargne ou d'investissement. Bien sûr, je devrais les partager avec elle plus tard, mais pas avant qu'un juge ne décide. En ce moment, elle ne comptait que sur ses revenus de son travail de caissière, à moins que Bemotte ne couvre ses dépenses. J'ai vérifié les soldes des comptes. Elle avait retiré tout l'argent disponible du compte joint. Pas de problème. J'avais encore mon propre compte où mon salaire allait et ce n'était même pas à la même banque. Vers 18h, Marc m'a rappelé. Je ne savais pas qu'il n'aimait pas Pam jusqu'à ce qu'il me dise ce qui s'était passé. Charlie, ta femme était un peu contrariée quand je suis arrivé à la maison en retard cet après-midi, a commencé Marc. Apparemment, la porte d'entrée était grande ouverte quand elle est rentrée et des choses manquaient. Elle était, polie au début, mais quand j'ai sorti la nouvelle serrure et commencé à remplacer l'ancienne, elle ne l'a pas pris très bien. Elle n'était pas contente quand j'ai mis la clé dans une boîte sur la porte et l'ai sécurisée. J'ai grimacé à cette pensée. Au fait, tu vas avoir besoin d'une nouvelle porte d'entrée. Celle-là est trop endommagée et pourrait nuire à la vente, a ajouté Marc. J'ai souri malgré moi, mais c'était le médicament contre la douleur qu'il m'avait donné qui m'a vraiment aidé à atténuer l'inconfort. Avait-elle des problèmes avec le fait qu'elle soit maintenant locataire et doive payer un loyer? Ai-je demandé. Marc a ri amèrement. Oh oui, ça a été accueilli comme un coup de plomb. Quand je lui ai dit que la maison était en vente, elle a failli tout perdre. Elle m'a crié de partir.
Je lui ai dit que j'étais le nouveau gestionnaire de location et que seul le propriétaire pouvait m'expulser des lieux. Puis je lui ai remis le bail à signer. Naturellement, elle a refusé et n'a cessé de demander où tu étais. As-tu bloqué son numéro? Elle n'a cessé de dire que tu ne répondais pas à ses appels. Je ne pensais pas que tu voulais qu'elle sache où tu es et, honnêtement, je ne sais pas non plus. J'ai grogné. Eh bien, cela n'a pas exactement aidé sa situation. Zut, a dit Marc, sa voix pleine de sarcasme. As-tu dit qu'elle serait expulsée si elle ne signe pas le bail? Ai-je demandé. Oui, a répondu Marc. Mais tu sais comment certaines personnes pensent qu'elles savent mieux que tout le monde. Je lui ai donné 24 heures pour signer, sinon je lui servirai l'avis d'expulsion. J'espère qu'elle ne signera pas. Si elle ne signe pas, elle sera dehors dans les 30 jours. Je connais quelques adjoints au shérif qui ne supportent pas les femmes infidèles, et ils seront heureux de l'aider à déménager. Même si c'est juste sur le trottoir. Après que nous avons raccroché, j'ai vérifié mon téléphone, bien que j'étais un peu désorienté, et j'ai réalisé que j'avais en fait bloqué son numéro. Il y avait plusieurs appels manqués à partir de minuit la nuit dernière, ainsi que plusieurs textos. Au lieu de les supprimer, j'ai décidé de les garder, au cas où mon futur avocat en divorce en aurait besoin, ainsi que les messages vocaux. J'ai réussi à bien dormir cette nuit-là, probablement grâce aux médicaments contre la douleur. Mais j'aime à penser que la pensée de rendre Pam contrariée a aidé plus que les médicaments. Le lendemain matin, le médecin est venu, j'étais sur le point d'être libéré. Ma fonction rénale s'était améliorée, et ma respiration était stable, mais je n'allais pas courir de sitôt. Il était très clair à ce sujet. J'ai promis de prendre soin de moi et bien sûr, de ne plus être enlevé. Lorsque Dave est arrivé, j'avais déjà corrigé mon nom pour les admissions et appelé le bureau pour m'assurer qu'ils avaient transmis les détails de l'assurance à l'infirmière, puisque je n'avais toujours pas mon portefeuille. Dave m'a emmené à mon camion, et nous sommes rentrés dans notre ville natale. Je n'allais certainement plus l'appeler ma maison puisque maintenant j'étais sans abri. Une fois arrivé en ville, je me suis au moins enregistré au travail. Mon patron était furieux de ma disparition pendant des jours. Il s'est calmé lorsque j'ai expliqué que j'avais été enlevé, frappé et laissé sur le bord de la route pour y mourir. Il voulait aussi savoir qui aurait pu vouloir me faire du mal. Il a mentionné que Pam avait essayé de me retrouver. Je suis assez sûr qu'il n'a pas apprécié mon rire sec quand je lui ai dit qu'elle pouvait aller en enfer. Il avait probablement envie d'être avec Pam. Et honnêtement, si sa femme était d'accord, cela m'était égal. J'ai organisé de prendre quelques jours de plus puisque c'était une période calme au travail avec les rapports trimestriels terminés et la saison des impôts encore loin. J'ai rapidement trouvé un appartement près de mon bureau. L'économie locale n'était pas excellente, mais cela rendait le logement plus abordable. J'ai signé un bail d'1 an, payé les dépôts nécessaires et transféré l'électricité et le gaz à mon nom. J'ai également appelé la compagnie de téléphone portable, changé mon forfait en mensuel et organisé la coupure du téléphone de Pam dans quelques jours. Cela me donnerait le temps de l'informer qu'elle était seule. Après cela, je suis allé dans un magasin de location de meubles, j'ai choisi un canapé, un ensemble de chambres et puis acheté des casseroles, poêles, assiettes et ustensiles. Je savais que les amis de Dave avaient pris tout cela, mais j'ai pensé que je pourrais le rendre à Pam si elle le demandait. J'ai appelé Dave et fixé un rendez-vous pour que les déménageurs apportent mes affaires. Je me suis assis dans mon nouvel endroit, téléphone à la main, et j'ai composé le numéro de mon ex-femme. À ma surprise, elle a décroché aux premières sonneries. Bonjour. C'est toi, Charlie? À moins que quelqu'un ait volé mon téléphone, ça doit être toi. Pourquoi dois-tu être si insultant? Ai-je rétorqué. Où es-tu, et pourquoi n'es-tu pas rentré? Es-tu aussi stupide? Elle a répondu calmement. Je me suis arrêté dans un bar pour prendre une bière et t'ai vu avec ton nouvel amant. Je n'ai même pas essayé de te confronter. Après la façon dont tu m'as traité ces derniers mois, il était évident que tu avais trouvé quelqu'un de nouveau, et j'étais juste ta payeuse de factures commode. J'ai essayé de partir, mais ton petit ami m'a arrêté. Il m'a battu pendant que tu restais là à rire. Je devais ramper et j'ai fini à l'hôpital pendant quelques jours, me demandant si mes côtes ou mes reins survivraient à son attaque, et tu me demandes pourquoi je ne suis pas revenu à la maison. Es-tu vraiment aussi dérangé? Pourquoi est-ce que je me mettrais n'importe où près de toi pour que ton nouvel homme puisse me frapper à nouveau? Veux-tu que je meure? Elle a commencé à délirer, crachant un flot de paroles incohérentes, mais je l'ai interrompue. J'espère que tu enregistres ça, ai-je dit d'une voix froide.
Est-ce ce que tu as prévu? Me faire éliminer, puis inventer une histoire. Peut-être que j'étais jaloux de ta relation innocente avec cet idiot. Ensuite, tu obtiens tout. La maison, mon argent, ma pension et mon assurance vie. Bravo. Dommage que j'ai ruiné ton petit plan. Il y a eu une pause, puis je l'ai entendu commencer à pleurer. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Tout a mal tourné, sanglotait-elle. La maison est en vente. Des affaires manquent. Je pense que quelqu'un est entré avant que je rentre et a volé des choses. J'ai ricané, une sombre amusement dans ma voix. Ouais, quelqu'un que je connais est entré et a pris mes affaires ainsi que des choses dont j'avais besoin pour installer mon nouvel endroit. Je serai complètement installé d'ici demain. C'est nul pour toi, mais je suis sûr que ton nouvel homme sera là pour te soutenir. Elle était presque frénétique maintenant. Comment peux-tu être si cruel? Ce courtier immobilier m'a dit que je dois payer le loyer. Pourquoi dois-je payer le loyer de notre maison? Ce n'est pas juste. Je n'ai pas pu m'empêcher de renifler devant sa stupidité. Oui, j'ai vraiment reniflé au téléphone, ai-je dit. Qu'est-il arrivé entre nous? Es-tu vraiment aussi incapable ou penses-tu que je suis l'idiot? Regarde dans le miroir si tu veux ta réponse. Tu as décidé de me traiter comme des ordures et de commencer une relation avec un salaud avant même de me quitter. Tu as dépensé mon argent pour de nouveaux vêtements et es sorti boire avec lui. Cette nuit-là n'était pas la première fois que tu étais avec lui. Tout le monde savait qui tu étais et à qui tu appartenais. Puis tu es resté là à rire pendant qu'il me frappait à moitié mort. Si j'avais fait du bruit en me réveillant, il aurait fini le travail. Je n'en doute pas, j'ai fait une pause avant de porter le coup de grâce. Alors embrasse mon cul, tu es maintenant locataire et Mike est le propriétaire. Ne me parle pas de loyer, paye-le ou dégage. Elle s'est tue un instant avant de demander. Mais j'ai besoin d'argent, il ne reste plus rien sur le compte courant. Il n'en restera pas, ai-je répondu. Je continuerai à payer les services publics jusqu'à la vente de la maison, mais tu paieras le loyer avec ton salaire. Tu as un travail. Arrête de dépenser en maquillage et en vêtements pendant un moment. Tu as assez de choses pour te débrouiller, ou mieux encore, fais payer ton petit ami pour toi. Sa voix s'est brisée en répondant. Mais tu es mon mari. Tu étais censé t'occuper de moi. Oui, ai-je éclaté. Et en tant que ma femme, tu étais censé applaudir pendant que ton amant et ses amis me frappaient. On dirait qu'on perd tous les deux, hein? Il y a eu une pause sur la ligne. Finalement, elle a demandé, et la voiture? Ma voiture est déclarée perte totale, et j'ai besoin d'un moyen pour aller au travail. Je n'ai pas pu résister. Appelle ton petit ami. Tu peux monter à l'arrière de sa moto. Tu es déjà habitué à chevaucher quelque chose qui lui appartient. Elle a répliqué rapidement. Il est à l'hôpital avec une blessure à la tête et plusieurs os cassés. Il te poursuivait quand tu as freiné. Il a heurté le sol et a volé de quelques mètres, atterrissant sur sa tête. La karma, je suppose. Dommage qu'il ne soit pas mort. J'ai ressenti un malaise de satisfaction. Dis-lui que je vais garder un œil sur lui. Si je le vois en premier, je l'éviterai. Sinon, je porterai mon arme et tirerai au lieu de parler. Les excuses continuaient d'affluer. Finalement, je lui ai dit de manger des crottes et de mourir, puis j'ai raccroché. Son numéro était toujours bloqué, donc je n'ai même pas eu à éteindre mon téléphone. J'ai essayé de dormir, honnêtement j'ai essayé, mais sans lit et avec trop de douleur pour m'allonger par terre, je n'ai pas pu. J'ai finalement quitté l'appartement et me suis enregistré dans un motel décent juste pour me reposer dans un vrai lit. Il m'a fallu tout mon courage pour me lever le lendemain matin. Mon Dieu, j'espère guérir vite. Je me demande si les boxeurs se sentent aussi mal après avoir fait 10 rounds avec quelqu'un d'aussi dur ou plus dur qu'eux. J'ai pris un petit déjeuner rapide et suis retourné à l'appartement. Peu de temps après, l'équipe de dev avait déchargé toutes mes affaires et les avait installées. J'ai donné à chacun d'eux $100 en plus pour leurs ennuis. Après cela, le lieu de location a livré le canapé et les autres articles. Je les ai également gratifiés. J'aurai bientôt besoin d'aller à la banque pour un peu d'argent liquide. J'aime garder quelques milliers en espèces cachées quelque part, faciles à attraper. Je ne suis pas un saint, et quelqu'un pourrait un jour s'intéresser à ma comptabilité pour certains clients moins que légaux. Alors j'ai mon sac de départ prêt. Et oui, ce n'est pas dans ma maison précédente.
Je me suis assis dans mon fauteuil inclinable familier et ai commencé à réfléchir à mon avenir. Dois-je rester discret pendant un certain temps ou continuer mes affaires comme d'habitude et faire comme si tout allait bien? Quand devrais-je enclencher le divorce de ma femme infidèle? Dois-je la laisser croire pendant un certain temps de plus? Ou devrais-je faire comme si nous pouvions nous remettre ensemble puis la larguer? Non, la dernière option était inutile. Elle passerait simplement à Bemotte ou à quiconque le remplacerait. Peut-être que je la laisserai deviner jusqu'à ce qu'elle devienne enfin assez intelligente pour engager un avocat. Dans notre État, la raison d'un divorce n'affecte pas le résultat. À moins qu'elle n'aille en prison pour ce que son petit ami m'a fait. Aucun juge ne se souciera de pourquoi nous nous séparons. Ils diviseront simplement ce qui est de notoriété publique et elle obtiendra au moins 50% de tout. Le reste sera à moi. Alors, comment puis-je rendre sa vie un peu plus misérable? J'ai besoin de ma rétribution. Le train de la sauce est terminé et maintenant elle devra se débrouiller seule. J'espère que la maison se vendra rapidement. Je l'ai fixée à un prix attractif, même dans ce marché. Le petit ami est à l'hôpital et je ne sais pas à quel point ses blessures sont graves, mais j'espère qu'il ne se rétablira pas complètement et qu'il finira par avoir des dommages cérébraux, alimentés par un tube pour le reste de sa vie misérable. Et il en va de même pour tous ses potes qui ont été impliqués quand il m'a frappé. Ils doivent tous souffrir pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que je m'attends à ce que ses amis viennent me rendre visite? Oui. Finalement, ils essaieront de réparer ce qu'ils croient avoir subi de tort. Je suis allé à l'endroit où les déménageurs ont placé mon coffre-fort d'outils et j'ai sorti mon juge. Il ne tient que 5 coups mais peut tirer à la fois des .45 long Colt et des cartouches de .410. Je l'ai chargé avec des balles en plomb .410, capables de percer un mur en béton. J'ai décidé de le porter avec moi, à la fois dans l'appartement et à l'extérieur, avec des balles supplémentaires dans mon sac de jambes. Je me suis assis et ai réfléchi un moment. La meilleure défense est une solide attaque. Alors, quelle est la prochaine étape? Qui devrait payer pour la liaison de ma femme? J'ai choisi d'attendre et de voir ce qui se passerait ensuite. Les jours suivants étaient calmes. Je suis retourné au travail, gardant le juge sur moi juste au cas où. Puis le nouveau numéro de Pam a commencé à m'envoyer des textos. Elle pensait que nous avions eu juste une petite dispute, mais quand j'ai demandé à propos de Bemotte, elle a semblé confuse. J'ai insisté, en demandant à propos de son ami motard, et elle a finalement dit « Steve va mieux, mais il pourrait ne plus jamais marcher ou conduire. » Je n'ai pas pu m'empêcher de penser « Steve n'inspire pas la peur, mais Grizzly ?» C'est un nom que je peux respecter. Elle voulait toujours savoir quand je rentrerais à la maison, ce à quoi j'ai répondu « Jamais », avant de raccrocher et de bloquer son numéro. Quelques jours plus tard, un motard a essayé de me suivre depuis le travail. Avec ses cuirs et sa longue barbe, il se démarquait dans le quartier d'affaires. J'ai pris quelques tournants brusques pour le perdre dans la circulation, laissant quelques conducteurs frustrés derrière moi. Je gardais le juge à portée de main, juste au cas où. Le jour suivant, un autre motard, tout aussi visible, a essayé de me suivre. Je l'ai conduit jusqu'à la maison de Pam, sachant qu'il ne savait probablement pas où elle se trouvait. Après qu'il soit passé, je suis retourné chez moi, espérant une nuit plus calme. Mes ecchymoses guérissaient, mais elles avaient encore l'air mauvaises. Le matin suivant, 2 flics ont passé par mon travail, me demandant où j'étais la nuit précédente. Je n'avais pas d'alibi et j'ai été surpris quand ils ont mentionné que la maison de Pam avait été vandalisée. Elle avait affirmé que c'était moi, mais j'ai rapidement souligné que endommager la maison baisserait son prix de vente, quelque chose que je ne ferais pas en essayant de vendre. Je leur ai dit la vérité. Elle avait une liaison avec Steve, l'homme qui m'avait frappé. S'ils enquêtaient, ils devraient lui parler. Les officiers ont semblé reconsidérer. Ils ont mentionné des rapports de motos bruyantes devant ma maison la nuit précédente et ont accepté de vérifier l'histoire de Pam. J'ai expliqué que j'étais passé brièvement chez Pam pour récupérer plus de mes affaires et que quelqu'un aurait pu me suivre. En supposant que je vivais encore là. J'ai aussi veillé à mentionner que la maison avait été vandalisée et que Pam aurait maintenant besoin d'une assurance locataire. Un des officiers a ri. Cela ne pourrait arriver à une personne plus gentille. Je lui ai dit, je lui ai parlé hier. Elle refuse toujours de signer le contrat de location. Je vais passer avec un officier et lui faire savoir qu'elle est responsable de maintenir la maison en état habitable une fois les dommages réparés. Je suppose que tu n'es pas derrière son inconfort? Non, a répondu l'officier. Je n'y ai rien à voir. Quelques motards,
probablement les amis de Beaumont, ont essayé de me suivre. Hier, j'en ai conduit un devant la maison de Pam. Je suis sûr que les dommages étaient une erreur d'identité. La police enquête et a des questions pour son petit ami, Steve. Il a ri à nouveau. Puis j'ai été interrompu par un appel inconnu. J'ai vérifié l'affichage, c'était Pam. J'ai répondu, me préparant au pire. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle rétorqué. Pourquoi essaies-tu d'impliquer la police contre moi? Pourquoi endommagerais-je une propriété que j'essaie de vendre? Tu es drogué? Son agressivité m'a pris au dépourvu, mais j'ai rapidement repris mon calme. Je pensais que tu serais plus intelligente que ça, Pam. Tu m'accuses maintenant de vandalisme. Il y a eu une pause, suivie du son de sa gorge se déglutissant nerveusement. Son ton s'est adouci. Charlie, je suis désolé. Quand tu étais en colère contre moi, je pensais que tu avais pu causer les dégâts. Après que les flics soient partis, j'ai appelé Steve. Il a admis que certains de ses amis avaient peut-être cherché à se venger. Tu as blessé beaucoup de gars et endommagé leur moto. Je n'ai pas pu retenir ma frustration. J'ai blessé quelqu'un? C'est moi qui ai été assommé après que ton idiot de petit ami m'ait touché. Je ne sais pas comment tu peux dire que j'ai blessé quelqu'un. J'étais à l'hôpital. La voix de Pam a vacillé, mais elle a continué. Steve et son équipe pensent que c'est toi qui les as fait dérailler. Ils essayaient juste de t'empêcher d'aller voir les flics. Tu n'avais pas besoin de blesser qui que ce soit. Jésus, ai-je marmonné. Te entends-tu? C'est moi qui ai assommé. Ton petit ami avait des gens qui attendaient pour me finir quand je me suis réveillé. Tu as resté là et l'as encouragé. Et maintenant, ses amis ont détruit ta maison et tu essaies de me faire porter le chapeau? Continue à prendre ces stupides pilules. Tu seras bientôt à travailler pour Beaumont. Elle a commencé à protester, sa voix montant en colère, me blâmant pour tout. Tais-toi et écoute, ai-je interrompu. Mike viendra aujourd'hui pour évaluer les dommages pour la réclamation d'assurance. Je n'assure la propriété qu'en tant que location maintenant, pas en tant que maison privée. Tu auras besoin d'une assurance locataire. Mais c'est notre maison, pas une location. Pourquoi fais-tu ça? A-t-elle demandé, sa voix teintée de confusion et d'incrédulité. J'ai dû prendre une respiration. Quelle partie de ton infidélité et du fait que tu as jeté notre mariage ne comprends-tu pas? C'est de ta faute. J'étais heureux de te soutenir, mais tu as choisi de commencer une liaison et de rester là pendant qu'il me frappait. Tu voulais que je sois blessé. Tout cela est de ta faute. J'ai raccroché et essayé de me concentrer sur ma journée. Mes côtes étaient douloureuses à force de respirer profondément pour me calmer. Mon visage me faisait mal à cause des abrasions en guérison et j'étais furieux. En quittant le travail, un autre motard m'attendait. Il n'a pas essayé de se cacher. Il a juste suivi quelques voitures derrière moi. J'ai conduit vers Centerville, puis pris quelques tournants brusques pour le perdre. Je me suis arrêté brusquement et ai tourné mon camion de côté, bloquant la rue. Il ne pouvait pas manœuvrer et sa moto était trop grande pour glisser comme une moto tout-terrain. Je suis sorti mon juge et les brandis juste assez pour montrer que j'étais sérieux, mais pas pour menacer sa vie. Il avait l'air malade, essayant de bluffer. Et, monsieur, je ne sais pas quel est votre problème, mais je veux juste rentrer chez moi. Pourquoi cet arrêt soudain et l'arme, ai-je interrompu. Tu m'as suivi depuis que j'ai quitté le travail. Nous sommes à 40 miles de l'endroit où tu penses appartenir. Plus d'avertissement. Tu as merdé la semaine dernière et as regardé Grizzly me frapper. Certains de tes amis ont payé pour cette erreur. D'autres se remettent encore. La nuit dernière, tu as vandalisé la maison de la petite amie de Grizzly, pensant que c'était moi. Et maintenant, te voici, tout seul, me suppliant pratiquement de te lâcher comme une mauvaise habitude. Tu peux devenir encore plus stupide? Un tir de cette arme et tu seras allongé dans la rue, avec un énorme trou dans ta poitrine, la vie s'échappant de toi. Tu seras conscient assez longtemps pour savoir que tu es en train de mourir et qu'il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Il a commencé à bluffer mais s'est arrêté quand j'ai armé le juge. Je t'ai dit, plus d'avertissement. Si tu survis, j'espère que tu diras à tes potes à quel point je suis sérieux. J'ai obtenu une ordonnance de protection contre toi et tes amis. Si cela va au tribunal, je plaiderai la légitime défense. Je ne pense pas que quelqu'un se souciera si j'enlève quelques-uns d'entre vous. En enfer, peut-être que je recevrai même une récompense humanitaire pour ça. Je me suis approché.
Regarde autour. Tu vois quelqu'un nous regarder? Les voisins ont probablement entendu ta moto mais ne veulent pas s'impliquer. Pas de sirène. Les flics ne savent pas ou ne s'en fichent pas, il a regardé autour. Personne n'était en vue même si c'était en début de soirée. J'ai cliqué sur le cylindre. 2 arrêts. Il avait l'air encore plus terrifié. J'ai levé le juge et tiré sur son phare avec une cartouche de Birdshot .410. Pas de pénétration mais cela envoyait un message clair. Maintenant, prends ce morceau de merde. Fais demi-tour et rentre chez toi. Il fait nuit et tu n'as pas de phare. Je pourrais te suivre et je suppose que tu ne t'en sortiras pas bien dans une collision nocturne. Il a hoché la tête et a rapidement fait demi-tour avec sa moto, partant comme un chien échaudé. J'ai attendu qu'il tourne le coin avant de me diriger vers le centre-ville, en gardant un œil sur ses potes. Quand je suis arrivé à mon appartement, je me suis garé derrière le bâtiment comme d'habitude, et échangé la cartouche vide contre une avec des balles en plomb, et suis entré. Plus de monsieur gentil. Le reste de la soirée a été calme, j'espérais que ça resterait ainsi mais, la paix n'a duré qu'un mois jusqu'à ce que Steve sorte de l'hôpital. Une nuit, je conduisais chez moi en vérifiant mes rétroviseurs. Aucun signe de quelqu'un me suivant, alors je me suis détendu et me suis garé comme d'habitude. Après un repas congelé et un peu de football, j'étais prêt pour le lit quand il y a eu un fort bruit à la porte. Steve m'avait trouvé. J'ai allumé l'enregistreur vidéo de mon téléphone et appelé les urgences, expliquant que j'étais en danger. Le répartiteur pouvait entendre les cris et m'a assuré que de l'aide était en route. J'ai envisagé d'ouvrir la porte mais je ne voulais pas risquer que cela ressemble à une embuscade. À la place, j'ai attendu qu'il force l'entrée. Quand il l'a fait, la porte s'est écrasée, une charnière arrachée du cadre. Steve, souriant, a chargé. Eh bien, enfoiré, il est temps de payer pour ton erreur. Il a levé les mains pour frapper mais n'a pas remarqué l'arme dans ma main. Je me suis défendu en tirant 2 coups en sa direction, visant à arrêter son avancée. Ses mains sont tombées et il a titubé vers moi avec un air confus. Je l'ai contourné et ai vu 2 autres motards entrer. Ils étaient là pour finir le travail, mais je ne leur ai pas donné la chance. J'ai visé soigneusement et chaque tir a neutralisé la menace sans autre escalade. Ces balles ont une grande puissance d'arrêt. Ce n'était pas comme dans les films, pas de coups dramatiques contre la porte, juste des corps tombants et gémissants. J'ai appelé les urgences à nouveau, leur disant d'envoyer des ambulances. En rechargeant le juge, j'ai commencé à entendre des sirènes et le rugissement des motos. Il semblait que les amis de Steve ne voulaient pas rester pour une interview. Les 2 motards que j'ai tirés étaient encore vivants, respirant et se tortillant de douleur, probablement touchés dans l'abdomen. Steve semblait gravement blessé, peinant à respirer en se tenant la poitrine. Il n'était pas encore vaincu, marmonnant encore des malédictions. Espèce de trou, pourquoi ne t'es-tu pas juste tué quand je t'ai frappé? Elle m'appartient maintenant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je t'ai dit de dire que je t'éviterais, mais si tu venais après moi, je te ferais tomber comme un chien enragé. Clairement, tu n'as pas appris ta leçon. J'espère que tes amis le feront avant que je m'en occupe. Tu te prends pour un dur? J'ai éteint l'enregistreur de mon téléphone, puis me suis penché près de son oreille. J'ai des amis qui ne diront pas un mot. Ils vont juste faire disparaître toi et tes potes. Personne ne saura où tu es allé. Les familles se demanderont, mais il n'y aura pas de réponse, juste un trou dans le sol. Les yeux de Steve se sont voilés, et il a pris son dernier souffle avant que je puisse dire autre chose. Les flics sont arrivés, et je me suis assuré de montrer que je n'étais pas une menace en m'agenouillant par terre avec le juge ouvert, les balles devant moi, les mains derrière ma tête. Le premier officier gardait son arme sur nous pendant que j'étais menotté. Ils ont menotté les 2 autres motards, même s'ils n'étaient pas une menace à ce moment-là. Une fouille rapide a trouvé des couteaux et des outils sur les motards, et Bemotte portait des griffes en laiton quand ils ont examiné son corps. Les ambulances sont arrivées, et les 2 motards, ayant l'air pâles, ont été transportés au centre de traumatologie. Les flics m'ont interrogé après avoir lu mes droits Miranda. Je leur ai fait contacter un avocat que je connaissais, et j'ai donné ma déclaration sans me retenir. Ils ont pris mon téléphone, horodaté l'appel d'urgence, et trouvé des photos de mes blessures et des messages de Pam. Je savais que le procureur aurait plein de preuves. J'ai été arrêté pour homicide involontaire, agression et charge d'arme à feu. Un détective a averti que d'autres charges pourraient suivre. Mais une fois que mon avocat est arrivé, les questions ont cessé. Le lendemain matin,
J'ai été libéré sous ma propre responsabilité. La presse avait déjà tourné l'histoire en ma faveur, et le procureur avait reçu des appels demandant ma libération. Bien que les charges soient encore en suspens, je n'étais pas inquiet. J'avais des amis qui m'armeraient à nouveau si nécessaire. Le procureur m'a également dit que Pam changeait son histoire, affirmant que Steve était venu faire la paix et me demandait d'être son comptable. J'ai ri. Le procureur a dit que les enregistrements racontaient une histoire différente, et il espérait que la violence diminuerait. J'ai juste hoché la tête en partant. Pam m'attendait dehors. Espèce de boucher. Comment oses-tu liquider mon homme? Il est juste venu enterrer la hache de guerre. Elle a essayé de me gifler, mais 2 flics étaient à proximité et l'ont rapidement menotté. Mon avocat leur a fait porter des accusations d'agression domestique, et ils l'ont emmené. J'espérais que le procureur diffuserait l'enregistrement de l'effraction et de l'attaque pour elle, mais je doutais que cela la fasse taire. Comme mon appartement était toujours une scène de crime, Dave m'a emmené chez lui. Il était temps de mettre fin à tout cela. Mon avocat a entamé la procédure de divorce avec Pam, puis est parti. Dave et moi avons eu un conseil de guerre concernant les amis de Steve et comment ils devaient apprendre les conséquences de leurs actions. Mes anciens amis aideraient à donner cette leçon. Première tâche. Le propriétaire de Mario S., le bar où tout cela a commencé, a soudainement vendu à un groupe d'investisseurs. L'endroit devait fermer et subir une rénovation majeure. J'ai entendu dire que le nouveau thème allait être un lieu pour les fêtes d'anniversaire des enfants. Les motards devraient trouver un nouvel endroit pour se rassembler, boire et faire tout ce dans quoi ils s'engagent. Avant que Mario S. ne ferme définitivement, quelques gars durs à cuire, qui ne faisaient aucun effort pour cacher le fait qu'ils transportaient des armes sérieuses, sont entrés et se sont assis à la table utilisée par le club de motards pour leurs affaires. J'ai appris plus tard que tout le monde à cette table est parti en sachant que toute tentative de représailles contre moi serait considérée comme un problème pour mes amis. Quelques noms ont même été mentionnés. De vieux connaissances et des partenaires commerciaux avec des réputations moins que stellaires. Je suis assez sûr que le message a fait effet. Cela a pris quelques semaines, mais finalement les charges ont été abandonnées. Pam a essayé de faire des histoires, mais le procureur a clairement indiqué que mentir à la police était un crime. Donc, elle a finalement admis que Stevie n'essayait pas de m'embaucher pour quoi que ce soit. Il voulait juste que je paie pour avoir blessé ses amis. Elle ne semblait pas le regretter. Je suppose qu'elle pensait vraiment l'aimer. Et qu'il ressentait la même chose. Cela m'a coûté la moitié de mes actifs publiquement connus pour la sortir de ma vie, mais cela en valait la peine. Et pour être clair, seulement mes actifs publiquement connus. Un petit oiseau m'a dit qu'une femme très désagréable avait rendu visite à Pam après l'audience finale, et Pam a décidé de déménager assez loin pour que nos chemins ne se croisent pas. Mon ami ne m'a pas donné tous les détails, mais il semble que la conversation ait impliqué une forte persuasion pour l'aider à comprendre ce qui devait se passer. Pam a même essayé de me poursuivre à nouveau pour avoir caché des actifs, mais après cette visite, elle a rapidement réalisé que l'argent ne valait pas le problème. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit ou comment cela a été dit, mais quoi que ce soit, elle a compris le message haut et fort. Pendant que Pam vivait encore dans la maison, elle a été rapidement réparée. J'ai également payé pour quelques améliorations que l'entrepreneur avait promis d'augmenter la valeur de la maison. Oh oui, elle a payé le loyer comme je l'avais ordonné. Je suppose qu'elle a réalisé que je ne plaisantais pas. Après que Steve ait payé le prix ultime. Et après le décret final de divorce et le déménagement de Pam, la maison a été vendue. Je me suis assuré de déposer la moitié des bénéfices sur son compte. C'était le dernier de mes actifs connus. Et oui, j'ai récupéré mes outils. La police m'a averti qu'elle gardait un œil sur moi. Mais j'ai juste souri et rechargé. Le juge. Même après que mon ami non nommé ait envoyé un avertissement au club de motards, j'étais prêt pour que quelqu'un essaie de m'abattre. Certaines personnes ne semblent jamais apprendre leur leçon. Je travaille toujours dans le même cabinet de comptabilité, et j'ai encore quelques-uns de mes anciens amis du quartier comme clients. Mon patron est compte des revenus que j'apporte, donc il ne se demande pas qui sont mes clients. Je garde aussi mon sac de départ caché quelque part au cas où les choses commenceraient à devenir un peu trop chaudes par ici, surtout après que j'ai dû abattre un assaillant et en blesser quelques autres. C'est étonnant comment quelque chose comme ça peut faire surveiller quelques flics aiguisés, rassemblant de petits indices et morceaux de preuves jusqu'à ce qu'ils commencent à relier les points. Récemment, mon patron m'a envoyé à Baja, au Mexique. Un nouveau client a besoin d'aide pour comprendre comment nettoyer son argent sale et le transformer en revenus commerciaux légitimes. C'est un gars assez sympa,
mais pour une raison étrange, il continue de me demander si j'aime le ragoût. Et en ce qui concerne les rencontres? De temps en temps, je sors avec une vraie femme. La plupart du temps, j'ai quelques amis avec qui j'ai des avantages. Mais les véritables amours de ma vie en ce moment sont les 2 nouveaux chiots bergers allemands que j'ai adoptés. Si tu te réveilles avec 2 petits chiots remuant la queue et te couvrant de bisous, tu sais que ta vie est plutôt bien. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.